Bonjour, je suis Eliane Furcy, je suis diagnostiquée de l'endométriose et aujourd'hui je vous en parle dans Bord en bord avec Paël. Un bord en bord tout spécial consacré à l'endométriose. Restez connectés. Avec Eliane et moi-même depuis Paris. Bonjour toutes. Moi, je suis très content puisque là, aujourd'hui, nous sommes dans un spécial bord en bord et nous sommes causé sur l'endométriose. Et quand nous cause de l'endométriose, là, je profite que je de l'autre côté là-bas, sur le côté l'hexagone, et je la rencontre un petit mamzelle 974 que l'a toujours voulu témoigner de ça. Bonjour Eliane, comment il est? Bonjour Paël, ça va et toi? Écoute, moi, je suis tranquille. Alors Eliane, merci d'accueillir moi dans où t'y nidouillé, ici, en plein cœur de Paris, dans le 11e. Eliane, que l'a toujours dit moi comme ça, oui, Paël, si un jour fait une émission, moi, j'aimerais vraiment témoigner de l'endométriose parce que c'est quelque chose qui touche à moi beaucoup et que moi, a été pas mal de fois incomprise de cette situation, de tout ce que m'y disait, que l'était en lien parce qu'elle avait point de mots, elle avait point rien de posé. Eliane, quel âge on est là? Merci Paël, merci à toi déjà pour ce moment, pour témoigner de mon endométriose. Donc moi j'ai 29 ans et j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Donc ça fait 10 ans que ça fait 10 ans que je savais pas que j'avais l'endométriose parce que j'ai commencé à avoir des règles douloureuses à mes 19 ans. Et du coup, c'est vrai que j'ai vécu avec ça une grande partie de ma vie. On m'avait dit que c'était normal d'avoir mal au ventre quand on avait ses règles, alors que c'est pas normal. Donc, quand on était à La Réunion à ce moment-là, et donc on est à La Réunion, on est au pays, on a un mal, on a autre mal, et personne n'y comprend c'est quoi, sauf que on est souvent jugé finalement comme soit on fait l'intéressante, soit on fait la comédie. Comment il se passe justement dans l'entourage? Oui, ça a été très compliqué parce que je faisais des malaises dus à la douleur. Quand j'avais mes règles, j'avais très mal. Donc on me disait, oh là là, tu es faible, ça c'est dans ta tête, c'est à cause du stress, parce que tu stresses, les règles c'est pas une maladie. Donc j'étais souvent incomprise. Ma maman m'a toujours soutenue parce que elle aussi, elle avait des règles douloureuses, donc elle me comprenait, elle me donnait des petits conseils, elle me disait, non c'est pas normal, moi je vais t'accompagner, on va aller voir une gynécologue ensemble. Mais bon, c'était une maladie pas encore connue à l'époque, donc c'est une maladie quand même assez récente. Et c'est vrai que je me suis habituée à vivre avec ça. Je me suis dit, c'est pas grave, ça fait partie de moi. Et je me suis toujours prouvé qu'il fallait faire toujours plus. Parce que même si j'ai mal, je me sentais différente des autres aussi. Parce que dans mon entourage, j'en avais pas. J'avais de l'endométriose. Donc je me disais, c'est moi. Je suis pas normale. Je suis bizarre. Aussi, avant, j'étais très très mince. Donc on m'a dit, c'est l'anorexie. Tu manges pas assez. C'est pour ça que tu tombes. Donc j'ai fait beaucoup d'analyses. Et c'est que finalement, qu'il y a 2 ans, j'ai su que j'ai l'endométriose à Paris. J'ai fait les analyses nécessaires et on m'a dit, non, vous avez l'endométriose, ça touche plus de femmes que vous croyez et ça peut se soigner. Il n'y a pas de remède miracle, mais je peux atténuer la douleur. Donc là, à ce moment-là, tu as 19 ans, tu es dans la fleur de l'âge, tu es encore dans l'adolescence et comment réagit justement ton entourage, ton cercle d'amis? Majorité composée de garçons ou de filles? Franchement, 50-50. 50. Oui. Beaucoup? T'en avais beaucoup de camarades comme ça? Franchement, j'ai toujours été bien entourée auprès de mes amis. Même ils ont toujours trouvé des solutions. Même quand on partait en boîte, on sortait, ils vont dire, Eliane, on va faire attention. Si tu tombes, tu nous dis. Si tu te sens pas bien, si ta tête tourne, on va aller prendre l'air. Parce qu'au début, on pensait que c'était à cause de la chaleur que je tombais à La Réunion. Finalement, j'ai souvent été accompagnée, mais c'est plutôt du côté de ma famille où c'était pas trop compris. On me disait, là, elle fait la comédie, là, pourquoi elle a mal et tout, nan. Alors que non, c'était réel, j'avais vraiment ces douleurs. Donc c'était compliqué parce que des fois j'avais mal et je mentais autour de moi, je faisais comme si tout allait bien. D'accord, donc tu prenais encore sur toi cet état-là pour justement d'essayer de passer pour bien aux yeux des autres. Et du coup, comment ou parents justement l'a pris part en disant mais connais mon enfant, là n'est un sérieux problème, il faut vraiment que nous aidions à elle parce qu'il faut quand même nous protéger à elle.
puisque on a toute l'assaut de la famille autour qui comprend pas du tout. Au contraire, qu'il pose un jugement assez négatif de la situation, du mal que l'on est en train d'exprimer, alors où c'est un cri de douleur. Puisque comment on décrit justement ces douleurs qu'on est là? Est-ce qu'elle est vraiment atroce? Est-ce qu'il plie à ou en quatre? Tout ça là, explique-moi un petit coup, ça va. Oui, alors déjà ça fait très très mal. Des fois j'arrivais même pas à me lever, à sortir du lit, j'avais très très mal. C'est comme si que... On me dit souvent, je regardais plein d'interviews, que c'est le début des contractions d'une grossesse. Donc ça fait très mal, on a souvent très mal au ventre, on ne se sent pas bien, on a la tête qui tourne, on a des bouffées de chaleur. Et du coup, bien souvent je restais chez moi quand j'avais mes règles ou quoi, j'étais pas bien, je me privais aussi de sortir pour éviter tout ça. Et dès que je prenais sur moi, je me disais, ah non, c'est pas grave, tu es forte, tu peux le faire. Je faisais un malaise tellement que les douleurs me faisaient mal. Et j'ai compris avec le temps que c'est quand j'avais un pic de douleur que je tombais. Mon corps pouvait plus supporter du tout les douleurs. Donc le corps se mettait en off. Exactement. Et il t'est arrivé comme ça une situation où le corps s'est arrêté, mais par exemple en ville ou en plein milieu avec plein de gens, ou jamais, jamais? Ah oui, souvent. Je suis tombée dans le métro, quand je faisais du sport, même une fois en Thaïlande quand je faisais mes études. Là, on a eu très peur parce qu'en fait, je portais des assiettes et j'ai fait un malaise. Du coup, j'aurais pu me blesser dans des escaliers. Voilà, c'était mon quotidien, les malaises. Mais là, quand tu fais un malaise comme ça dure combien de temps à peu près? Ça varie? Franchement, moi, je le réalise pas. On me dit que ça dure pas très longtemps, mais sur le coup, c'est impressionnant. Parce que je compte de connaissances, on m'a toujours dit aussi que je tombais un peu comme dans les films, que j'étais un peu actrice, je tombais comme une princesse. Ah, ouais. Mais il y a au moins ça de bien. Il y a au moins ça de bien. Je me dis, ah bon, bah non. Et ça dure au moins, oui, je pense, 2 minutes, 3 minutes, après il me réveille. Et voilà, quel protocole justement il y a autour de toi justement pour ce réveil là? Quand tu te réveilles, c'est qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est bon, on reprend? Alors, bien souvent, on m'a dit qu'il faut lever mes jambes et me donner une petite claque pour que je me réveille. Et après, moi, j'ai perdu connaissance, donc je me rappelle pas. Mais bon, maintenant, j'ai tellement l'habitude, donc j'ai compris que j'ai fait un malaise. Et après, la seule solution, c'est beaucoup de repos et dormir. Mais le réflexe, c'est de me lever les jambes, comme ça, le sang remonte bien à mon cerveau. D'accord. Et du coup, quand tu décides de partir, tu n'as pas quitté la Réunion à cause de ça? Non, j'ai pas quitté la Réunion à cause de ça, mais au début, moi, je voulais, dès que j'ai eu mon bac, je voulais partir faire mes études. C'est vrai que mes parents, ils avaient très peur du coup. Donc, comme je faisais des malaises, ils étaient pas rassurés que j'aille faire mes études en métropole. Et moi, je voulais rejoindre mon copain dès que j'avais le bac. Du coup, j'ai dû attendre quand même mes 20 ans, donc j'ai fait 2 ans en plus à la Réunion après le bac. Et quand je suis partie, ils avaient très peur, mais je leur ai fait comprendre que j'ai besoin de partir pour mes études. Et de toute façon, à l'époque, je savais pas que c'était une maladie, mais je me dis, ça fait partie de moi. Donc, je dois apprendre à vivre avec. Mais j'ai eu beaucoup de freins. J'ai toujours eu peur de passer mon permis à cause de ça. Parce que je me dis, si jamais je passe le permis ou je conduis, je fais un malaise, de voyager toute seule. Ou avant, j'avais très peur de marcher dans la rue toute seule. Parce que si je faisais un malaise ou quoi. Et je pense que quand je suis arrivée en métropole, ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai vu que ici, les gens n'avaient pas peur et que même si je devais tomber, c'est pas grave, ça arrive. Il y aura toujours quelqu'un pour me ramasser, comme on dit. Et donc, voilà, mais ça m'a mis des freins au début, c'est vrai. Donc là, tu as 20 ans, tu viens ici à Paris, tu rencontres des spécialistes. Oui. Le diagnostic est posé à ce moment précis, dès qu'on te dit vous êtes diagnostiqué endométriose. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Déjà, j'apprends quand j'ai 27 ans, donc ça prend du temps. Et après, je me dis, ah non, j'y crois pas. Je suis un peu dans le déni, j'acceptais pas. On m'avait toujours dit, oui, c'est sûr, t'as l'endométriose, il y a 3 ans de ça, j'avais rencontré une copine à moi, une collègue qui avait aussi l'endométriose et qui m'a dit, fais le diagnostic. Elle m'a envoyé plein de spécialistes et tout. Et d'ailleurs, je lui remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert et parce qu'elle m'accompagnait beaucoup. Et j'étais là, non, je voulais pas et tout. Et je savais, parce que pour moi, endométriose était égale à être stérile. Et moi, je veux être maman, donc je voulais pas le faire, j'avais peur. Et du coup, je voulais pas. Et après, quand j'ai su, au début, c'est un petit peu, on a envie de crier, on en veut un peu à tout le monde parce que je me rappelle tous les critiques que j'ai eues. Tu es paresseuse, tu es faible, les règles, c'est pas une maladie ou quoi. Si, c'est une maladie, j'ai une maladie chronique et toutes mes douleurs, elles étaient là, elles étaient vraies. En fait, quand tu as ce diagnostic-là, ça te soulage en même temps de dire que j'avais raison, j'avais un mal,
je l'ai exprimé, on n'a peut-être pas entendu, mais je ne suis pas folle. Exactement. Et c'est souvent ça, maintenant, on parle entre les Endo-girls, et on se dit souvent, toutes, on n'est pas folle. Enfin, oui, c'est une reconnaissance, on est entendu, et vraiment, je suis pas folle. Tout ce que j'ai vécu, c'est vrai. Et enfin, aujourd'hui, je me sens comprise, parce qu'il y a un diagnostic. D'accord. Et qu'est-ce que ça induit directement dans ta vie aujourd'hui, le fait que tu es diagnostiqué endométriose, donc il y a tout un protocole en matière la manière de vivre, au niveau de l'hygiène alimentaire et tout ça? Oui, tout à fait. Donc déjà, maintenant, je m'écoute beaucoup plus. Dès que je suis fatiguée, j'écoute mon corps, je me repose. Et surtout, je prends la pilule en continu. Donc, je fais beaucoup moins de malaise, vu que je prends la pilule en continu, j'ai plus mes règles. Mais l'endométriose, c'est une maladie à vie, comme il n'y a pas de remède. Forcément, des fois, je fais des crises d'endo. Donc, les crises d'endo, je vais avoir un gros ventre, je vais avoir très mal au ventre. Je vais plus aller aux toilettes. Parce que, comme tu dis, il faut faire attention à ce qu'on mange. Il ne faut pas manger trop de gras. Il faut prendre des choses sans gluten. Donc, ça a changé ma vie. Mais surtout, je m'écoute un peu plus. Et c'est plus rythmé. Et je laisse plus l'endométriose choisir ma vie. C'est moi qui l'adapte. Et je fais plus mes sorties. Avant, quand j'avais mes règles, je gâchais un week-end forcément parce que comme j'avais mes règles, je restais au lit. Là, je me dis, maintenant, non. Ok, je vais avoir une crise d'endo, mais je fais ce qui me plaît et la pilule m'a quand même sauvé la vie au quotidien. D'accord. Tu avais une grosse angoisse, puisque tu l'as exprimé juste en avant-propos, c'est que tu ne puisses pas être maman. Et est-ce que cette angoisse-là, elle s'est apaisée Non, c'est toujours là. Et en plus, comme j'ai 30 ans, voilà, la société nous impose un petit peu à 30 ans, faut être maman, faut avoir déjà des enfants. Ça m'angoisse plus, mais pour d'autres raisons. Parce que je sais qu'avec l'endométriose, on peut être maman. Et il y a plusieurs stades d'endométriose. Chaque endométriose est différente. Et je sais que c'est pas l'endométriose qui va me dire que je pourrais pas être maman, mais je sais que ça va être un processus plus long. Ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a l'espoir. Il y a l'espoir, exactement. Et ton entourage maintenant qu'ils savent, ils sont au courant quand même que tu as été diagnostiqué. Comment ils reviennent à toi comme ça? Parce que eux ils t'ont toujours jugé parce qu'ils ont porté ce jugement-là. Et aujourd'hui que le diagnostic a marqué justement que tout ce que tu disais, il y a un nom. Et ça s'appelle l'endométriose. Après, à différents niveaux, comment ils réagissent justement toutes ces personnes-là? Vraiment, je suis agréablement surprise parce qu'ils sont plus à l'écoute. Ils se renseignent. Ils vont me dire, ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça et tout. Ah, t'es courageuse, hein. Ah, tu es forte et tout. Ah, mais oui, mais j'ai vu, hein, tu peux avoir un enfant, il y a de l'espoir. Je suis contente parce qu'ils essaient quand même de se renseigner. Dès qu'ils voient un petit article ou une émission, ils m'envoient. Donc, je pense qu'ils ont quand même changé. Il y a moins de jugement, ils sont plus à l'écoute. Donc, ça fait quand même plaisir. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils ont fait leur mea culpa auprès de toi ou pas du tout? Ou ils se sont même pas rendus compte qu'ils ont laissé ça comme trace ou... Il y a les deux écoles. Je pense qu'il y en a un peu, oui. Et ils ont dit, on est désolé et tout, on aurait dû être là pour toi et tout. Et il y a d'autres qui font comme si de rien n'était. Ils en parlent un petit peu et non. Ils enclenchent sur la bienveillance. Exactement. En disant, écoute, voilà, la vie a fait que, maintenant on avance et on avance avec cette bienveillance-là. Et donc, du coup, il y a comme un schéma qui se construit. C'est-à-dire que tout le monde, finalement, tout le monde t'écoute, tout le monde est avec toi et tout le monde t'accompagne parce que tout le monde, ça y est, tout le monde est au même niveau, on va dire, de compréhension sur cette maladie-là. Oui. Et donc, il n'y a plus d'écart, il n'y a plus de mauvais jugement, on accompagne Eliane, on y va, c'est un membre de notre famille, c'est une personne aussi avant tout qui a besoin aussi de nous. Et donc on l'accompagne, ils sont comme ça, ils sont dans ce schéma-là maintenant. Exactement, oui. Ils sont plus à l'écoute, ils m'accompagnent, c'est de la bienveillance. Et puis même ils me disent, c'est bien que tu nous en parles parce que autour de toi aussi, que ce soit... dans ton entourage, tes cousines ou tes collègues ou tes copines, tu peux en parler et tu peux leur aider aussi et surtout les encourager à aller se faire diagnostiquer. Parce qu'il faut arrêter de dire c'est normal d'avoir mal quand on a nos règles, c'est pas normal. Et surtout, écoutez votre corps et n'ayez pas peur de continuer à aller voir quelqu'un. Toi, tu l'as fait à 27 ans, c'est ça, le diagnostic?
quel conseil tu donnerais justement à une jeune fille là, qui est en plein âge d'adolescent et qui a ses règles, et même aux parents? Oui, bah surtout aux parents d'accompagner leurs enfants, de les sensibiliser à ça, de dire ben, dès que t'as mal, viens, je t'accompagne, je vais un gynécologue, faire plusieurs suivis parce que c'est pas, malheureusement, c'est pas le premier qui va nous dire ah oui, il y a quelque chose ou quoi, et faire le test de l'endométriose. C'est une IRM ou une échographie externe. Donc c'est important de faire ces tests-là. Et aux jeunes filles qui ont mal, ben, tout simplement d'écouter leur corps, de pas écouter les autres et d'oser d'aller voir quelqu'un pour se faire diagnostiquer, c'est très important. Et Eliane, professionnellement, qu'est-ce que ça a impliqué justement dans ta manière de faire justement cette maladie-là? Oula, très bonne question. Ça a été très très dur parce que moi je suis une acharnée du travail et du coup forcément je m'implique beaucoup dans mon travail, mais j'étais souvent fatiguée à cause de l'endométriose, mais je me rendais pas compte que c'était ça, que c'était à cause de ma maladie. Et je me suis déjà épuisée de fatigue à cause de mon endométriose et faire des malaises. J'ai eu beaucoup de bienveillance, mais beaucoup de discrimination aussi. Il y a beaucoup d'emplois où on m'a pas gardée à cause de ça. On m'a mis fin à ma période d'essai parce que justement j'étais malade et que je faisais des malaises et c'était pas bon pour le business de l'entreprise. Donc j'en parlais pas. Pour moi c'était un sujet tabou, je voulais pas en parler parce que ça montrait que j'étais faible. Alors qu'en fait non. Mon conseil c'est d'en parler. Aujourd'hui l'endométriose, il y a plein d'entreprises qui sont bienveillantes envers ça et qu'il faut en parler parce qu'ils sont ouverts à trouver, faire plus de télétravail, à trouver des solutions, de s'adapter à la personne. Donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que même moi j'accepte mon endométriose et je sais m'adapter et je fais tout pour que ça se passe bien. Donc, si tu veux, tu es en train de me dire que tu as trouvé un compromis avec l'endométriose, le côté professionnel et surtout ton côté, toi propre, intrinsèque là. Oui, j'ai un bon équilibre vie pro et perso et surtout je prends soin de moi et je pense que ça c'est le plus important. Finalement, l'endométriose m'a permis de me reconcentrer sur moi-même et de dire il n'y a que ma santé qui compte et surtout moi j'avais tendance à m'oublier, mais il faut prendre soin de soi. Et ben voilà, sur ces mots très très bien énoncés par Eliane, mesdames, mesdemoiselles, vous avez eu notre ambassadrice aujourd'hui sur Paris qui vous parlait directement de ce qui lui touche beaucoup et ce qui a été pendant longtemps méconnu de plein de gens. Et aujourd'hui, elle en parle de manière un peu plus libre parce qu'elle connaît aussi les tenants, les aboutissants. Donc elle a tenu à s'exprimer, à faire de la médiation, justement, de la prévention sur cette endométriose-là qui parfois, justement, est incomprise des autres. Alors, Eliane, ça va être à toi pour le mot de la fin, pour toutes ces jeunes filles, pour toutes ces jeunes femmes, pour toutes ces femmes et pour toutes ces mamans qui souffrent en silence parfois, en dehors de la société, sous la couverture, sur la couette. Qu'est-ce que tu souhaites leur dire comme mot final là? Qu'il ne faut pas avoir peur, surtout écouter son corps et vous ne devez pas souffrir en silence. Et assumez-vous et surtout prenez soin de vous parce que personne ne le fera. Alors, si tu as un pioux à faire aux parents, aux amis, Eliane, c'est maintenant. Oui, je fais un gros bisou à toutes les personnes qui me connaissent à La Réunion et surtout un gros bisou à ma maman qui m'a toujours encouragée pour mon endométriose. Et merci à toi, Paël. Allez, à très bientôt. C'était bien. T'es trop fort. Eliane, il y a souvent un sujet tabou et on n'a pas envie de dire comment ça se passe ta relation amoureuse, ta relation de couple, justement avec cette histoire d'endométriose. C'est vrai que c'est une très bonne question parce que ça impacte aussi mon compagnon, faut le dire. Ça fait 12 ans que je suis avec mon copain, donc c'était pas évident parce que je faisais beaucoup des malaises à répétition et du coup lui aussi il était impacté parce que voilà, il fallait être là pour moi aux petits soins et tout et on savait pas ce que j'avais. Et aussi tout simplement dans le sexe, c'est compliqué des fois parce que je peux avoir mal. Donc lui il est très patient, il faut trouver d'autres positions, il faut s'écouter. Moi j'ai beaucoup de chance parce qu'il m'a toujours accompagnée à mes rendez-vous. Il s'est toujours documenté sur cette maladie. Il m'a dit mais on est à deux, je serai là pour toi.
on va l'affronter à deux, t'inquiète pas. Après, des fois, il est très taquin, donc il m'embêtait, il fait, ah, ça va, hein, t'as pas un cancer non plus. Il essayait de relativiser et de me faire rire, mais il a toujours été là pour moi. Même quand j'avais mal au ventre, d'aller chercher mes médicaments, que ce soit même tard le soir, je le dérangeais parce que une crise d'endo, ça prévient pas, ça peut être à minuit, comme à 2 heures du matin, il partait chercher mes médicaments parce que là, je pouvais même plus m'endormir. Il partait à la pharmacie. Enfin, j'ai la chance sur ça. Il a toujours été là pour moi. Mais c'est vrai que ça a causé des disputes, forcément, parce qu'au début, quand il savait pas que j'avais cette maladie, l'endométriose, il me disait, ah, tu veux rien faire, on dirait une vieille femme, tu veux pas sortir, pourquoi là, un week-end, tu restes dans le lit, ça va, Eliane, c'est que des règles. Lui, par contre, après, quand il a su, il s'est excusé et il m'a compris. Et il m'a dit, repose-toi, écoute ton corps et prends le temps qu'il faut. Et il m'a toujours encouragée dans mes décisions. Donc tu es tombé vraiment sur le bel amour, le grand amour, la rareté, le trésor, le zarlor là. Ben, des fois c'est compliqué, hein. Il y a des hauts et des bas, Raphaël. Mais oui, l'amour est doux. L'amour est doux. Mais il faut construire tout ça. 12 ans, c'est pas évident, mais j'ai eu beaucoup de chance que, oui, ils me soutiennent sur ça. Oui, parce qu'il aurait pu quand même quitter le navire en disant « Oh, j'ai pas envie de gérer ça, je m'en vais, hasta luego ». Non, ça veut dire que toi, il a su voir en toi cette belle personne que tu es et que ça valait la peine ça vaut la peine toujours de se battre pour que vous soyez ensemble. Et ça, c'est une belle preuve d'amour. Et je crois que endométriose ou pas endométriose, tu la mérites bien cette preuve d'amour, Eliane. Oh là là. Merci, Paul. Et toi aussi, tu le mérites, je te le souhaite. Ok. Ça m'aide. Ça, c'est parfait. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Oh là là, j'ai adoré. Donc, Eliane, tu me disais effectivement que tu avais fait des recherches, qu'on t'a donné des informations. Tu as trouvé un petit peu l'origine de cette situation de santé ou pas? Oui, enfin, j'ai vu plusieurs spécialistes. Il y a des spécialistes qui disent que ça peut être héréditaire, il y a d'autres qui disent non. Mais moi, je me suis dit, comme ma mère, elle avait des règles douloureuses aussi. Elle a eu beaucoup de symptômes de l'endométriose. Moi, je sais que, pour moi, elle s'est jamais fait diagnostiquer. Et ma sœur aussi, elle a des règles douloureuses. Pour moi, elle l'a aussi. Donc, je me suis dit, oui, ça peut être héréditaire. Mais il y a 2 écoles. Donc, je sais pas vraiment. Mais pour moi, oui, je sais que ça vient de ma maman. C'est-à-dire que tu perçois en elle les mêmes symptômes que toi tu avais? Exactement. Et même elle me disait, ah oui, t'inquiète, elle a toujours été très bienveillante pour moi, justement, je pense, parce qu'elle l'a vécu aussi. Donc, c'est plus facile aussi quand toi, tu l'as vécu. Elle me disait, ah oui, je te comprends, c'est les règles, ça te fait mal et tout. Elle m'a toujours dit, mais tes malaises, c'est lié aux règles. Alors que tout le monde me disait, c'est psychologique. D'accord. C'est lié à mon stress. Elle a toujours su que c'était lié à mes règles parce que elle aussi, elle avait ces grosses douleurs-là. Mais donc, elle ne s'est pas fait diagnostiquer. C'est un conseil que à l'heure d'aujourd'hui, tu insistes avec elle pour qu'elle se fasse diagnostiquer, ou bien tu dis, de toute façon, voilà. Non, moi, j'aimerais bien qu'elle se fasse diagnostiquer. Et que ma sœur aussi, parce que on peut se faire diagnostiquer à tout âge, même si elle a déjà eu 2 enfants, que voilà, aujourd'hui, elle a un peu moins mal, mais comme on dit, c'est à vie. Elle me dit des fois, elle a mal, elle me raconte ses symptômes. Je dis, maman, là, tu fais une crise d'endo. Et elle me dit, ah oui, peut-être t'as raison. Donc il faut se faire diagnostiquer. Pareil, pour en être sûr et pour adapter son comportement face à cette situation-là. Exactement. C'est là-dedans. Et ta sœur, elle a quel âge? Ma sœur, elle a 17 ans. Elle a 17 ans, donc elle se retrouve dans le cas... Exactement. Dans ton cas, là. Voilà. Et donc, si elle sait s'y prendre à l'avance, elle pourra justement négocier son chemin de vie avec l'adaptabilité avec l'endométriose. Donc, vraiment, toute l'économie de l'espace de travail, d'ailleurs, qui est très important. L'aménagement de cet espace-là. Exactement. Et son aménagement aussi de vie, du mieux manger. Voilà, dans tout ce schéma-là, il est important qu'elle se fasse diagnostiquer maintenant. Si d'aventure, elle n'a pas l'endométriose, c'est encore mieux, il va falloir qu'on cherche ailleurs pour qu'elle puisse se soulager, puisque les crises sont assez fortes. Toi-même, tu disais que ton corps, de toute façon, il se mettait sur off, et puis paf,
tout s'éteint et puis voilà, et après la machine redémarre. Tout à fait. Et puis même, j'insiste sur le fait, comme tu l'as très bien dit, ça peut amener à d'autres maladies parce que l'endométriose se développe. Donc moi, j'ai été diagnostiquée 10 ans après, mais si on te diagnostique bien avant, tu peux éviter certaines maladies parce qu'elle peut se propager l'endométriose comme elle peut disparaître parce que plus tu prends un traitement, plus elle peut s'atténuer. On peut en avoir moins. On peut parler justement, si tu as connaissance de ces maladies qui peuvent survenir justement suite à l'endométriose si rien n'est fait véritablement pour le traitement. Oui, bien sûr, ça peut faire aussi attaquer les ovaires, donc c'est là qu'il y a un risque d'être stérile finalement. Je prends l'exemple de ma maman qu'elle m'a dit, elle a laissé traîner, elle ne s'est jamais fait diagnostiquer, donc ça a attaqué ses reins. Donc je pense qu'il faut vraiment se faire diagnostiquer pour éviter tout ça. Ça peut aussi induire un cancer ou pas? Alors ça, pour être transparente avec toi, je ne sais pas. Donc je préfère pas m'avancer. Oui, mais bien sûr. De toute façon, on en discute. Et tu penses que ta mère, elle a peur du diagnostic? Je pense que pour être transparente avec toi, on a tous peur. Parce que on a tellement vécu dans le déni et avant, c'était pas aussi connu, cette maladie, je pense qu'elle s'est dit à son époque en plus, oh non, ça va, je suis forte, c'est dans la tête, ça va aller et tout. Ma mère est elle prend souvent sur elle. Donc, pour elle se dit, oh, c'est pas très grave, ça. Mais non, il faut qu'elle prenne soin de sa santé et qu'elle puisse, comme moi, trouver un bon équilibre, rythmé aussi un petit peu avec l'endo, parce que voilà, faut pas laisser l'endométriose gagner, comme on dit, et apprendre à vivre avec. Donc, oui, elle devrait se faire diagnostiquer. Moi, je t'ai toujours connue depuis petite. Oui. Tu étais quelquefois réservée, mais tu étais très peps. Et je vois que tu as gardé cette attitude-là. Est-ce que tu t'es forcée justement à avoir, parce que quand on te regarde et quand on t'écoute, on a envie d'être avec toi tout le temps parce que c'est de la motivation, c'est de la joie, c'est vraiment l'envie de vivre, c'est un combat gagné d'avance. C'est une positive attitude. Est-ce que cette endométriose-là a justement contribué à ce que tu restes comme ça, tu restes forte, combattante comme ça? Oui, je pense que j'ai toujours voulu prouver aux autres, malgré que je tombe dans les pommes, qu'on me dit que je suis faible et tout, je veux me montrer que je peux le faire. Donc je devais faire plus tout le temps, plus que les autres, et j'étais déterminée. Après, j'ai eu un bon modèle. Ma mère a toujours été forte, elle m'a toujours dit, tu peux compter que sur toi-même. Donc prouve-toi les choses. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Et je pense ma joie de vivre aussi, je la dois, c'est elle, ma joie de vivre aussi. Elle a toujours été un petit soleil. On est une grande famille, c'est toujours elle qui a mis l'ambiance et tout. Donc je me suis dit, j'ai des problèmes, ok, mais les autres sont pas censés savoir mes problèmes. Ils m'ont rien fait. D'accord. Voilà. On va parler d'un autre sujet, si tu veux bien, et c'est libre à toi, parce qu'on parle souvent justement de maman, mais papa là-dedans. Comment il gère, comment il accompagne? Est-ce qu'il accompagne, est-ce qu'il gère, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il écoute, est-ce qu'il prend part, ou est-ce que c'est un truc de filles, des patouilles les autres entre filles? C'est vrai, ça c'est important. Non, je pense qu'il laissait beaucoup maman gérer, parce que voilà, justement c'est un truc de fille. Mais à un moment il a été impacté parce que je faisais beaucoup trop de malaise et il était inquiet. Donc il s'est renseigné, je pense, comme il pouvait. Et quand je lui ai appris que finalement j'avais l'endométriose, lui il s'est excusé pour le coup. Il a dit j'aurais dû être là, j'aurais dû plus t'accompagner, j'aurais dû plus insister pour que tu vois plus de professionnels, parce que quand je vois que comment ça fait mal, comment t'as dû souffrir ma fille, et là aujourd'hui il est beaucoup plus à l'écoute, il m'accompagne quand même et il s'intéresse, il me dit ça va aujourd'hui, écoute bien ton corps, tu t'es reposé, force pas trop. Alors avant il l'aurait pas fait, il aurait dit ma fille vous l'êtes vite fatiguée pour rien. Donc oui, ça l'a changé ça, et il est présent aussi quand même. Il est plus présent maintenant dans cette histoire là. Donc est-ce que finalement on ne sait pas, là on émet des hypothèses, est-ce que justement il n'a pas eu peur de ça? Si, je pense qu'il a eu très très peur, parce que faut savoir que mes premières crises d'endométriose, je faisais à répétition mes malaises, donc je tombais tout le temps. On est parti aux urgences, on est resté très longtemps aux urgences.
Au début, ils ont pensé que j'étais enceinte, après anorexique, voilà, il y a eu plein d'hypothèses. Il a eu très peur, il m'a dit, bah, tu peux m'en parler, hein, si ça va pas ou quoi. Et même moi, j'étais perdue dans tout ça, je ne savais pas ce que j'avais, donc j'étais inquiète. Je me disais, mais maman, je suis pas comme les autres, pourquoi moi je tombe et tout. Il a eu très peur, et après, aujourd'hui, bah, pour lui, il m'a dit, je suis soulagée de savoir ce que t'as. Et finalement, il m'a dit, bah, je suis fière de toi, tu es courageuse, ma fille. Donc là, ça m'a émue, j'étais très contente. Oui, mais bien sûr. Donc voilà un accompagnement qui se fait autant par la maman que par le papa. Donc toute la famille vraiment prend en main cette histoire, cette situation. Et ta petite sœur, alors, est-ce que vous vous en parlez? Comment ça se passe? Oui, j'ai la chance d'être très très proche de ma petite sœur, donc on en parle. Elle a toujours été là aussi pour moi parce que bon bah elle voyait, c'est pas évident de voir sa grande sœur tomber et tout, elle était très inquiète. Mais aujourd'hui, moi, je l'encourage à se faire diagnostiquer, mais je pense qu'elle est pas prête et elle a très peur, même si ma maman lui dit la même chose, hein. Mais elle a peur, elle ose pas. Ben moi, à son âge aussi, hein, j'avais peur aussi. Et puis dans l'adolescence, on pense pas à tout ça. Et elle veut pas elle-même, mais elle est consciente qu'elle a des règles douloureuses, mais elle me dit tout le temps, pas autant que toi, parce que moi je tombe pas dans les pommes. D'accord. Je lui dis, mais l'endométriose c'est différent pour chacun. Et du coup, elle relativise toujours, elle dit, non mais moi j'ai pas aussi mal que toi, moi je tombe pas dans les pommes. Et je pense qu'elle a peur, effectivement. Donc tu mets là le point sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que la prévention, parce que là tu es une ambassadrice là, Oui. La prévention doit être faite vraiment depuis le collège, depuis les premières règles, pour que justement ces jeunes-là puissent en parler et puissent avoir les informations sur l'endométriose déjà au collège, pour que il n'ait pas honte, elle n'ait pas honte de discuter. Oui. Et surtout elle ne minimise pas la situation, la chose par rapport à elle-même. C'est exactement ça, parce que je pense que si au collège on m'avait dit tout ça, j'aurais pas eu peur et je n'aurais pas eu honte de dire ah ben moi aussi j'ai mal. En fait, je pense qu'on a besoin de créer cette communauté et de dire tu n'es pas toute seule, tu as mal, c'est ok, parce que moi aussi j'ai mal, donc viens, on s'entraide et on avance ensemble et on va se faire diagnostiquer, parce que quand on se sent moins seul, c'est plus évident de le faire. Merci beaucoup, Eliane. Merci beaucoup, Paël. À très vite. Au revoir.